Bonjour à tous, je suis Jérémy Zalnik, un des fondateurs du festival et organisateur de la partie professionnelle. On est très content de proposer cette masterclass autour d'Arco, un film qu'on a beaucoup aimé. Je sais que vous venez, vous êtes pas mal à venir des lycées de Chambéry et Moutier, si j'ai bien compris. Je crois que vous avez vu le film. Et on fait chaque année ces masterclass en partenariat avec la SACEM. Qui sont des moments pour vous parler de l'importance de la musique des films et du long processus. Et là, je pense que c'est un bon exemple de à quel moment la musique intervient. On remercie Arnaud Toulon d'être avec nous pour cette masterclass. Est-ce que c'est... Ouais, merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Merci aux ARC et à la SEM d'organiser tout ça. Et merci à tous d'être venus. Ça me fait super plaisir de parler de ce film qui me tient très à cœur. Merci à Perrine Kennesson de modérer. On n'a pas le réalisateur avec nous, Hugo Bienvenu, parce qu'il est pris en Angleterre. Oui, il est très sollicité ces derniers temps. Voilà, Ouais. le film est un gros succès partout. En France, il est quasiment à 400 000 entrées, ce qui est quand même un très grand succès. Mais on est très heureux. Voilà. Donc je vous laisse la parole à Perrine pour vous présenter. Merci beaucoup Jérémy. Et donc bonjour à toutes et à tous. Ravi que vous soyez là. Surtout moi je suis vraiment ravie de parler de... Jérémy dit on aime bien le film. Personnellement, c'est pas que j'aime bien le film, je suis plus que fan d'Arco, je le dis tout en présence et tout en essayant de ne pas le regarder à côté. Mais voilà, donc je suis très contente qu'on puisse parler d'Arco, de pouvoir parler de la musique d'Arco avec Arnaud, le compositeur. Mais Arnaud, peut-être que, et faut le dire, que c'est la première composition que tu fais pour un long métrage. Oui, c'était le premier film pour beaucoup de gens, pour Félix de Givry qui produisait le film, pour Hugo Bienvenu qui le réalisait, pour moi, pour l'immense majorité des personnes qui ont travaillé sur le film. C'était notre première fois à tous. C'est pas mal pour une première fois. Je pense que pour commencer, Hugo, on l'a dit, n'est pas là, mais on va quand même l'écouter. Je me permets de toucher un ordinateur qui n'est pas le mien. Et on va écouter Hugo Bienvenu, qui, je crois, a des jolies choses à dire sur Arnaud. Comment est-ce qu'on... Bonjour, je m'appelle Hugo Bienvenu, je suis le réalisateur d'Arco. Déjà, je voulais remercier le festival de mettre en lumière Arnaud Toulon, qui est une des personnes que j'admire le plus au monde. Et je suis très ému de savoir que vous allez passer un petit moment ensemble. Il y a 5 ans, j'ai dit à Arnaud cette phrase, je lui ai dit « Arnaud, tu vas être en charge de la métaphysique du film ». Et je me rendais pas compte à quel point cette phrase pouvait être lourde, mais ce qui est fou, c'est de voir que 5 ans après, c'est ce qui s'est produit. Et voilà, je pense que Arnaud aura tout un tas d'anecdotes, de choses à vous raconter sur comment on est arrivé à faire ce film ensemble et quelle aventure ça a été. En tout cas, pour ma part, ça a été incroyable. Et voilà, je souhaite à tous les réalisateurs du monde d'avoir quelqu'un comme Arnaud à ses côtés. Je vous laisse. Merci beaucoup. Comment on sent, on est à l'aise comme ça quand on vient juste de m'envoyer des fleurs. De se faire envoyer des fleurs comme ça devant tout le monde. Ah, ça me touche. Alors justement, avec Hugo, comment vous êtes rencontrés? Quel est depuis quand vous vous connaissez? Est-ce que vous êtes rencontrés pour le film ou en fait ça date de bien avant? En fait, moi, je connaissais surtout Félix de Givry, qui est le producteur du film, et il s'était rencontré avec Hugo sur le tournage d'un film qui s'appelle Eden. Et Hansen Love. ouais, et il jouait, Félix jouait dedans, et Hugo faisait les mains dès qu'il y avait du dessin. C'était sa main à lui. Et ils s'étaient rencontrés sur le tournage, c'était super bien entendu. Et du coup, au moment où ils ont monté leur studio d'animation qui s'appelle Remembers, moi, j'étais dans les petits papiers de Félix, et donc dès qu'il y avait besoin de son, dès qu'il y avait besoin de musique, c'était moi qu'ils appelaient. Et parfois, c'était juste mettre une petite ambiance sonore au début d'un clip. Parfois, c'était pour faire de la musique pour des pastilles publicitaires, pour aider un réalisateur ou un animateur qui produisait pour un court-métrage. Ça a été plein de formats différents, plein de postes différents. Des fois, c'était au son, des fois, c'était même aider d'autres personnes à la musique. Mais du coup, plein de formats différents, plein de styles musicaux différents. Et donc moi, je me suis fait la main sur ces projets-là.
et ça nous a permis aussi avec Hugo d'identifier un endroit musical où on aimait bien évoluer ensemble et de faire des tests. Des fois, il y avait des tests qui étaient pas forcément hyper concluants, mais de temps en temps, on se disait, ah tiens, on a envie de pousser cette voie-là tous les deux, quoi. Et c'était, enfin, je pense que c'était un endroit où on se dit, là où l'endroit qui nous excitait, c'était une musique plutôt d'influence classique, un petit peu gonflée par des sonorités électroniques mais dans un style presque, enfin assez mélodique, presque un peu désuet, quoi. On aimait bien les bandes son je sais pas, des films des années 50, les vieux Disney, des choses comme ça, et on se disait, bah, on va essayer de pousser dans cette voie-là. C'est pas, enfin, voilà. On va y arriver justement sur quelles sont les bases en tout cas les premières recherches autour du film. Mais aussi Hugo, dans la vidéo qu'on vient de voir, parle de métaphysique du film. Il a dit que tu étais en charge de la métaphysique du film. Ça veut dire quoi? Ouais, bah, c'est vraiment une phrase à la Hugo. Mais il m'a appelé pour la première fois pendant le confinement. En fait, Hugo, il passe son temps à dessiner. Et là, la première idée d'Arco, c'était un dessin où il avait ce dessin d'un garçon arc-en-ciel qui voyage dans le temps. Et il a appelé Félix, donc le producteur. Il m'a appelé après et il me disait, tiens, j'ai cette idée. Je pense que je vais essayer de faire une histoire autour de ça. Je vais essayer d'en faire un film. Et il m'appelait pour. Enfin, déjà, on s'appelait pour se donner des nouvelles et un peu, je pense, pour commencer à faire un espèce de ping-pong d'idées, quoi. Donc, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément d'idées ni d'arc narratif, il n'y avait pas d'idée de scène, il n'y avait pas encore vraiment d'idée d'histoire, c'était plus une idée visuelle qu'autre chose. Donc, au début, notre conversation, c'était un peu, bah, tiens, quelle idée formelle musicale est-ce que ça pourrait amener? Et Hugo me disait, j'ai pas envie que il me disait, si on fait ce film, j'ai pas envie que ça soit une musique de l'ordre du conte fantastique ou de la magie. J'ai envie que ce soit quelque chose qui évoque plus quelque chose de l'ordre du domaine spirituel, quoi. Donc c'est là où il me disait métaphysique du film. Et dès ce premier coup de fil, il me disait qu'il voulait qu'il y ait de la voix, qu'il y ait des chœurs. Et on avait parlé d'orgue, on avait parlé d'instruments comme ça qui pourraient rythmer un film d'aventure, mais qui pourrait aussi évoquer voilà, quelque chose ouais, de religieux ou de spirituel, quoi. Il avait des inspirations, enfin des films ou des musiques pour donner des indications, disons, bah, ça j'aime bien, Au, au, ou au- pas trop. au tout début, il n'y avait pas vraiment il y avait pas vraiment de référence. Et ensuite, c'est en avançant sur en avançant sur le scénario, même dès qu'il avait des idées de scène, soit il m'envoyait les avancées du scénario, soit il m'appelait pour me dire, tiens, je pense à telle scène, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme musique. Et moi, je lui renvoyais des idées de thème, je lui renvoyais des idées je sais pas, de rythme, de couleur orchestrale, et on avançait comme ça un peu en ping-pong. Et au bout d'un moment, le film, il prenait un peu cette forme où, enfin, comment dire, toute la structure du film, c'est une structure un peu je sais pas, à la Spielberg ou des choses comme ça, quoi. Et on s'est dit, bah tiens, on va aller vers ce terrain-là, mais ça, c'était pas forcément volontaire, quoi. C'était pas forcément par des envois de référence à la base, quoi. Et justement, donc les premières idées, enfin, je t'en parlais un petit peu, donc juste, c'est vers quoi, enfin, est-ce que t'as bossé 5 ans, c'est ça, sur la musique du film? Bah, le premier coup de fil, c'est pendant le confinement, donc c'est en 2020, et la fin de la fabrication, c'est en février dernier, donc ouais, ça a duré longtemps, ouais. C'était pas à temps plein, je pense qu'à temps plein, j'ai passé 1 an et demi, mais le ping-pong a duré 5 ans, ouais. Ouais. Ça n'existe pas, ça. Mais donc justement, quelles étaient les premiers élans, les premières idées? Bah, enfin, pour le coup, c'était hyper agréable d'être impliqué aussitôt dans le processus, parce que ça me permettait d'avoir le film dans un coin de ma tête en permanence, et dès que j'écoutais de la musique, de me dire, ah tiens, cette couleur-là, ça pourrait marcher pour tel endroit, ça pourrait, enfin, ça permettait de baigner dedans un petit peu en permanence, et ça m'a permis aussi de lui envoyer de la musique dès les étapes du scénario. Donc lui, il y a certaines scènes qu'il a
par exemple, la scène où ils sont à scooter et qu'ils vont vers l'école, c'est une musique que je lui ai envoyée sur scénario. Et donc, ensuite, quand eux, ils ont commencé à développer une animatique, qui est un storyboard animé ou une animation un peu grossière, ils ont modelé la scène autour de la musique que je leur avais envoyée, ce qui était super agréable. Comme ça, moi, j'avais plus rien à faire, quoi. Et il y a d'autres morceaux, tout le final du film là où je pars du principe que tout le monde a vu le film, Tout le monde a vu le film. mais Oui, tout le final du film, quand ils repartent avec ses parents, c'était un morceau qui avait été fait sur les premières versions d'Animatic, qui a été fait assez tôt. Et par contre, il y a d'autres passages sur lesquels ça a été beaucoup plus, j'ai pas envie de dire laborieux, parce que ça a toujours été agréable de travailler sur ce film, mais où j'en ai fait 10, 15, 20 versions différentes avant de trouver le bon équilibre, quoi. Donc ça a été... en fonction des scènes, ça a été plus ou moins fluide, plus ou moins rapide, quoi. Alors peut-être on peut se poser la question de quels instruments on utilise pour faire un film. Je rappelle, c'est quand même l'histoire d'un petit garçon qui vient de 1932, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai plus la date exacte, mais Bon c'est voilà, quelque chose de comme ça. 1932 et qui atterrit en 2075 parce qu'il voyage dans le temps grâce à une cape notamment arc-en-ciel. Donc jusque-là, quand on a cette histoire-là, à quel instrument on pense? On s'est dit pour pouvoir mettre en musique cette histoire. Bah, dans les premières conversations avec Hugo, il me disait que ça allait être de la science-fiction, mais qu'il n'avait pas envie que la musique essaye de sonner futuriste. Et à la fois parce que si on essaye de sonner futuriste maintenant, bah, peut-être que dans 5 ans, on finit quand même par être un peu démodé. Mais c'était aussi que, vu que le film parle de voyage dans le temps, et qu'il fallait que ce soit un instrument qui aurait pu exister à toutes les époques, à toutes les géographies, et donc on se disait que le fait que ce soit du chant, que ce soit de la voix humaine, ça semblait bien fonctionner. Donc je crois même pendant un moment, Hugo voulait que ce ne soit que de la voix qui rythme toute la bande son, et on a un peu essayé sur certaines scènes, mais ça donnait un ton beaucoup trop religieux, beaucoup trop, je sais pas, presque un peu christique, quoi. Donc on a fini par le mélanger avec d'autres choses, avec des instruments d'orchestre, là aussi dans un souci un peu de faire une musique qui sonne un peu intemporelle. Et on l'a quand même un petit peu gonflé par des sonorités plus modernes. Avec un instrument qui s'appelle le cristal bachet, il y a des gens qui doivent connaître ici, c'est des espèces de tôles de métal qu'on fait rentrer en résonance avec des tiges en verre. On se mouille les doigts, quoi, comme si on voulait faire comme pour les verres, quoi. On se mouille les doigts et on joue de l'instrument comme ça. Ça fait un son cuivré super massif, et ça porte bien la texture de l'orchestre. On a fait ça, on a enregistré plein de synthétiseurs différents, des ondes Martenot qui sont les premiers synthétiseurs qu'on joue, qui est tout en glissé et en portamento, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les sessions on a enregistré du coup les chœurs, qui étaient on voulait dès le départ que ça balise un peu toute la bande son du film. On a passé pas mal de temps à réfléchir à quel chœur enregistrer. On avait vu des chœurs en France, mais on trouvait que ça sonnait un peu trop, je sais pas, chorale d'église catholique. C'était pas forcément la couleur qu'on voulait. À un moment, il y a eu une espèce de coïncidence un peu étrange quand on parlait avec le superviseur musical Raphaël Amburger. Là, il me disait, tiens, si c'est pas des chœurs, ça pourrait être du chant grégorien. Et il me montre un type sur Instagram qui fait du chant grégorien, qui se trouve être un cousin à moi, donc un peu improbable. Mais on a failli avancer avec lui, mais on s'est dit que si on veut que ça sonne intemporel, ça allait pas marcher. En fait, le chant grégorien, ça allait nous mettre dans une ambiance beaucoup trop médiévale, un peu austère, froide. On a réfléchi à des chœurs plus modernes, mais ça allait sonner très gospel 20e siècle. Et finalement, c'est grâce à l'ingé son du film, qui avait identifié un chœur, qui est un chœur de chanteurs orthodoxes ukrainiens, et on les a contactés, et on a fait une première session avec eux, qui était une session un peu de test, mais ils étaient incroyables, et du coup on a fait 2 sessions d'enregistrement avec eux, et vraiment ils étaient exceptionnels. Ils ont trouvé, enfin c'était vraiment la couleur qu'on voulait pour le film, quoi. Et je pense que c'est notamment le fait que ce soit des chanteurs un peu à la croisée de différentes cultures. On ne sait pas très bien si c'est des sonorités européennes, asiatiques, russes. Enfin, il y avait ce truc un peu indéfinissable
qu'on cherchait, ou je sais pas, c'est les polyphonies d'Europe de l'Est, comme ça, on a l'impression que c'est quand même un son qui remonte d'une époque assez lointaine, quoi. Donc c'était la direction vers laquelle on avait envie de pousser le film, quoi. On peut peut-être regarder une vidéo de l'enregistrement de Ouais, bah de ce du coup, chœur. ça se fait à distance sur Zoom avec des Ukrainiens en parlant anglais donc il y a un truc Très de international. communication qui au départ est pas forcément hyper fluide, mais en fait, le chef de chœur Alexei là, il était tellement bon que ça s'est vraiment très bien passé, quoi. Oui, ah oui, mais elle était reculée quand même. Ce qu'on écoute, c'est très proche. Voilà, nous on est là avec, on est là avec l'orchestrateur et ça se passe, tout s'est passé comme ça, quoi, pour la partie, quoi. Je m'arrête là, mais voilà, ça c'était pour l'enregistrement pour le final du film. C'était la seconde session qu'on avait fait avec 16 chanteurs. Et ils avaient une soprane qui était vraiment incroyable. Donc, non, c'était une chance d'avoir pu faire ça avec eux. Et je crois qu'il y a aussi on parlait d'un côté vraiment, je vais y arriver, orchestre en fait. Donc il y a aussi des cordes, par exemple. Enfin, j'ai compris qu'il y a eu plusieurs étapes en fait dans l'enregistrement de la musique. Ouais, on a eu la chance de faire des sessions un peu test pour des passages musicaux où j'étais pas complètement sûr que ça allait fonctionner avec les musiciens. Donc on a eu la chance de pouvoir faire des sessions pour essayer ça avant, j'ai découvert que c'était un luxe que peu de gens avaient en musique de film. Donc on a eu la chance de faire ça. On avait commencé par du coup des enregistrements avec des harpistes, des percussionnistes, donc de la batterie, tout ce qui est les maillets, marimba, vibraphone, tout ce genre de choses. Je suis allé chez un type qui a tout un instrumentarium où il avait donc son cristal Bachet, les ondes Martenot, plein d'instruments un peu rares. Et du coup, je me suis fait une après-midi un peu frénétique chez lui à vouloir tout essayer. Et on a fait la première session avec le chœur où on a essayé les passages les plus techniques. Et il y avait des parties où c'était des glissés de voix, des choses qui peuvent être assez difficiles à mettre en place. Et du coup, on les testait suffisamment tôt pour, au cas où ça ne marche pas, avoir le temps de rebondir, quoi. Et du coup, ça, c'était vraiment une chance de pouvoir faire ces sessions-là. Et ensuite, j'ai repassé du temps à aller au bout de toutes les maquettes donc, qui sont faites avec des instruments virtuels sur l'ordinateur. Et une fois que tout ça s'est verrouillé, bah là on fait les sessions définitives. On a refait venir toutes ces personnes-là qu'on avait déjà testées avant, plus l'enregistrement avec les musiciens de l'orchestre. On a enregistré dans les studios qui s'appellent les Studios Saint-Germain à Paris, où il n'y avait pas la place pour accueillir tous les musiciens. Donc on a séparé les pupitres. On a enregistré 24 cordes la première fois, 8 vents, 8 cuivres, et une autre session à 10 cordes pour des moments qu'on voulait un peu plus intime, on va dire, quoi. Est-ce qu'on a un petit peu des extraits de ces enregistrements de cordes, notamment? Ouais. C'est là, c'est Saint-Germain, ça? Ça, c'est à Saint-Germain. C'était la session à 24, il me semble. Donc, on a eu la chance de travailler avec les musiciens qui sont c'est les musiciens de la régie de l'Opéra de Paris. Donc, on compense en qualité instrumentale ce qu'on n'a pas en nombre, et ils arrivent quand même à faire sonner ça bien plus massif, comme s'ils étaient 40, alors qu'à certains moments ils étaient 10 dans la pièce. On avait l'impression qu'il y avait 3 fois plus de monde, quoi. Il
Il y a aussi Hugo parle souvent quand il parle de son film, il dit qu'il veut faire un gros câlin, que c'est un film qui est là pour nous réconcilier, qui est un film un petit peu voilà un gros câlin à l'humanité. C'est comme ça qu'il le définit. Comment on fait un gros câlin à l'humanité en musique? Euh, Je pense que ça, c'était surtout pour le câlin, c'était surtout pour la fin du film, où vu qu'on termine sur une note qui est un peu triste, on s'est dit on peut pas, si on termine là-dessus, vraiment, les gens sortent déprimés de la salle, quoi. Et du coup, on s'est dit ça pourrait être chouette de faire un morceau pop qui dénote un peu avec le reste de la musique du film et qui soit une espèce de morceau beaucoup plus chaleureux et presque une espèce de célébration à la fin et que ça nous sorte un peu doucement de cette ambiance. Parce que le dernier plan, c'est quand même Arco qui repart, qui laisse Iris seule, donc désolé pour le spoil pour ceux qui n'ont pas vu, mais qui laisse Iris seule dans cette espèce d'environnement dévasté. Et on s'est dit, mais vraiment, on termine là-dessus, c'est la déprime, quoi. Et du coup, en fait, Hugo et Félix avaient produit un clip pour November Ultra. Et on était tous les trois complètement dingues de sa musique. Et ils lui ont proposé de venir collaborer sur le film. Et du coup, j'ai eu la chance de faire une session avec elle à Saint-Germain où en une journée, moi, j'avais préparé une petite maquette et qui était trop compliquée. Les accords changeaient tout le temps. On avait un peu du mal à trouver une assise pour la voix, pour le chant, quoi. Et donc, on l'a simplifié ensemble. Moi, je faisais tourner ma boucle d'accords pendant 45 minutes à côté d'elle. Elle était sur son carnet, elle trouvait des paroles, elle me le chantait. Moi, je réagissais un peu comme ça. Et on a fait tout le morceau en une après-midi à Saint-Germain. Après, moi, je l'ai un peu retravaillé, j'ai un peu reproduit le morceau. Mais du coup, franchement, c'était vraiment une chance de faire ça avec elle. Et et j'ai l'impression que c'est ça qui participe ouais, à faire une petite caresse en sortie en sortie de film, quoi. Peut-être que je sais pas si on peut l'écouter le morceau avec November Ultra, histoire Ouais. de se le remettre aussi. Alors, en fait, je l'ai pas préparé. Il faudrait que je me connecte. Super. Non, mais plus tard. Alors, un peu plus tard. Peut-être on peut revenir aussi sur les thèmes parce qu'il y a un peu des thèmes par personnage aussi, mais Ouais. pas vraiment. C'est pas clair ce que je viens de dire, mais je crois que tu vas expliquer mieux que moi. En fait, Il y a des thèmes, mais pas vraiment. dans les conversations avec Hugo, il y avait plein d'idées. On discutait beaucoup. Je pense qu'on est tous les deux un peu du style à un peu surintellectualiser le travail. Et du coup, dans nos discussions, il y avait plein d'idées théoriques qui mettaient la composition en mouvement. Et une d'entre elles, c'était un moment, Hugo, il voulait un leitmotiv par personnage, quoi, façon, je sais pas, Star Wars, quoi. Et sauf que ça, ça m'a servi à mettre la composition en mouvement et à produire pas mal de morceaux, mais en fait, quand on l'essayait avec les images, on avait à peine le temps d'introduire un thème qu'il fallait passer au suivant et ça n'avait pas le temps de devenir des leitmotifs, quoi. C'était juste plein de morceaux différents qui n'avaient pas le temps de revenir dans le film, quoi. Donc on s'est dit, bah, on va pas faire 7 thèmes différents, on va le recadrer un peu sur 3. Donc il y en a un qui est associé au monde d'Arco, un qui est associé au monde d'Iris et un thème qui, qui est une espèce de thème amoureux, quoi, qui suggère une histoire d'amour qui pourrait naître entre les deux personnages. Mais sauf que vu que les deux personnages appartiennent à des époques différentes, c'est un thème d'amour Triste. compliqué, mélancolique. Est-ce qu'on peut peut-être un petit peu les voir, enfin Ouais, expliquer je en peux fait vous comment ce que tu y mets derrière, en fait, c'est-à-dire quand tu fais le thème d'Arco et de l'époque d'Arco, qu'est-ce qu'on va chercher quand on raconte cette époque-là? Ouais, Peut-être l'écouter un peu. Il y avait déjà dans les idées théoriques un peu autour de ces thèmes-là, je pense que Hugo il me disait que le vrai antagoniste du film c'était vraiment l'époque dans laquelle vivait Iris, et donc il fallait que à un moment, on fait croire que les Raptous sont des personnages un peu. On continue de les appeler les Raptous, personne ne les a renommés. Mais que le trio, là, un peu patibulaire, on fait croire que c'est eux les méchants, alors que le réel antagoniste, c'est vraiment cette époque où tout le monde vit dans un confort et dans une technologie qui isole les gens les uns des autres,
qui sépare Iris de ses parents, où les gens vivent sous des bulles avec un monde dévasté à l'extérieur. Donc il me disait, il voulait qu'il y ait quand même, il voulait qu'il y ait, que ce soit un thème mélancolique, mais où il y ait quand même un petit peu un espoir potentiel. Et on les a longtemps cherchés, les thèmes. Le premier qu'on a trouvé, c'était le thème d'Iris. En fait, j'avais fait du coup ce morceau quand ils vont vers l'école. Et j'avais le début du morceau, j'avais la fin. Et il fallait coller les deux morceaux. Donc j'ai composé un espèce de petite interlude musical. Et quand je leur ai envoyé, Hugo et Félix me disaient presque à l'unisson, OK, le thème d'Iris, c'est ça, on veut que ça revienne, on veut que ce passage-là revienne dans le film. Et le thème d'Arcos s'est construit presque en réaction à celui-ci. On s'est dit, bah, si le thème d'Iris est ce thème relativement mélancolique, on va essayer d'en faire une autre version un peu plus aventureuse, optimiste et un peu plus, je sais pas, un peu plus exaltée, quoi. Et quel thème qu'on va découvrir dans l'ouverture du film, cette ouverture qui nous présente une utopie potentielle et ensuite il tombe dans le vide et on ne la reverra pas. Mais du coup, bah, je peux vous les faire. Bah, on écouter, peut peut-être l'écouter, ouais, c'est peut-être laquelle en premier Bah, peut-être celle d'Iris pour montrer comment ça se met en opposition Ouais. le thème d'Arco. Voilà, donc c'est ce thème assez simple joué au piano là, qu'on découvre la première fois à ce moment-là et qui va venir. Il vient d'une manière un petit peu, comment dire, d'une manière assez discrète, où le thème n'est pas entièrement développé, mais où juste on introduit ce motif qui revient à 2-3 moments dans le film, et c'est ce thème-là qui va rythmer tout le final, le départ avec les parents et tout. Et du coup, le thème d'Arco, comme je disais, a été fait un peu en réaction à ce thème-là. Peut-être que ça va pas forcément être hyper lisible, mais en tout cas, ça l'était dans ma tête. Voilà. Donc comme je disais, peut-être que le lien entre les deux thèmes est pas hyper limpide, mais en tout cas, moi, c'était le travail s'est fait dans ce mouvement-là et
c'est comme ça que j'y suis arrivé. Je me permets de rebondir sur cet extrait-là. En fait, quand il parlait de relations un peu spirituelles avec la musique, il y avait quelque chose où on avait envie qu'à certains moments, la musique soit traitée presque comme un élément naturel et que ça échange, que ça échange avec tout le sound design. Là, en fait, dans cet extrait, je passais que la musique, mais en fait, les vagues de violoncelle sont accompagnées par les espèces de passages de vent et par les bourrasques, et on avait envie que ça fasse comme si ce souffle qui arrive nous envoie une vague de musique, quoi. Et ça a été, on le faisait à ce moment-là, on le faisait quand la première fois où Iris est dans le parc de l'école en train de dessiner et où elle voit Arco arriver, pareil, on essaie de le faire passer vraiment par vague, comme si c'était le vent qui nous amenait cette musique. Et au moment où Arco part en chandelle et disparaît dans le ciel, pour le coup, il y a vraiment une énorme bourrasque qui est vraiment mise en valeur, et on a essayé d'accompagner le vertige avec une somme avec une somme de voix, de cuivre, ce qu'on appelle des clusters. Donc c'est des accords assez resserrés, presque un peu dissonants, mais qui participent à essayer de donner un espèce de vertige, quoi. Et donc le troisième thème, c'est le thème amoureux qu'on entend pour la première fois à ce moment-là. C'est le thème qui va être joué à la clarinette basse, là. Je le remets, pardon. Donc cette première fois, il est présenté d'une manière assez discrète, et on le fait revenir pas mal de fois dans le film quand ils sont il y a une scène où ils sont en train de discuter sur le banc, une scène où ils se baladent en allant vers la forêt. On essayait dès qu'il y avait un moment un peu complice, un peu intime entre deux, on essayait de le mettre en arrière-plan, mais d'une manière où inconsciemment on associerait cette petite mélodie à leur relation à eux deux. Et du coup, il y a un passage musical quand ils sont dans l'école, la bulle est en train de se fermer. Et on a eu beaucoup de difficultés à trouver un morceau de musique qui fonctionnait pour ce passage-là. Vu que la bulle se ferme, on voulait faire quelque chose un peu musique de film d'action, un peu, je sais pas, course contre la montre, quoi. Mais il manquait quelque chose. Hugo, il me disait non, c'est un moment où Arco il est tiraillé, quoi. Lui, il a envie, il peut partir de son côté, mais en même temps, il l'aime bien, donc il a envie qu'elle vienne avec lui, mais il n'a pas le droit. Il y a une espèce de conflit intérieur. Et du coup, j'essayais des choses un peu émotionnelles, mais ça marchait pas. Il manquait le côté action, quoi. Donc c'est un des morceaux que j'ai le plus retravaillé et qu'on a un peu débloqué au dernier moment, quoi. C'était le dernier jour où je pouvais envoyer les sessions à l'orchestrateur avant l'enregistrement. On a bossé avec Hugo, et du coup en fait toutes ces idées théoriques là et tous ces thèmes qu'on trouve, ça nous donne des pièces de puzzle qu'ensuite on va pouvoir un peu réassembler dans le film. Et ce moment-là, là où on a réussi à débloquer la scène, c'était en faisant cohabiter deux de ces thèmes et en essayant de les mettre presque un peu en conflit l'un vers l'autre. Donc vous allez voir, la musique commence, il y a un accompagnement aux cordes là, qui joue des accords presque baroques. Et le thème d'Iris est joué une première fois au basson, puis au violoncelle, et nous tire un peu vers le bas. Donc, même ne serait-ce que par la structure du thème qui redescend tout le temps. Et on a le thème amoureux qui va arriver au violon et qui va essayer de tirer vers le haut. Et enfin, l'idée théorique, c'était un peu qu'il y a deux mouvements contraires. Et c'est un peu comme ça qu'on a débloqué la scène, et on était assez content du résultat avec Hugo.
Là, ça va être le thème d'Iris au basson. Et là, le thème amoureux au violon. Avec les violoncelles qui continuent de nous tirer vers le haut. Thème au timbal. Voilà, je m'arrête là, mais ça vous donne une idée de voilà, on a mis pas mal de temps à identifier les pièces du puzzle, mais une fois qu'on les avait, ça nous permettait un peu de faire des agencements comme ça et de les dispatcher tout le long du film, quoi. Je pense qu'avant il y aura un temps de questions, mais là, ce qui serait intéressant, je pense, c'est de voir aussi tout simplement le processus, comment on crée, enfin, quelles sont les étapes, en fait. Et je crois qu'à partir d'une scène, on peut le faire, dans ce que tu Ouais. as, d'essayer de voir un petit peu toutes les étapes avec l'animatique, les tests de maquettes, enfin, voilà, un petit peu, quel est le processus pour mettre en musique Arco. Ouais, bah, en fait, pendant un moment, les premiers échanges de musique, c'était un mélange de voice notes que je faisais au piano et que j'envoyais à Hugo. Et il y avait des moments où je passais beaucoup de temps à essayer de faire des arrangements orchestraux, mais vu que c'est assez chronophage, si le thème de base ne les intéresse pas, ça sert à rien d'y passer 2 jours à orchestrer tout un truc. Du coup, à un moment, Hugo et Félix me disaient arrête de faire des versions trop arrangées, envoie-nous des démos piano. Si ça marche au piano, ça marchera quand ce sera plus gonflé, quoi, avec tous les instruments d'orchestre et tout. Donc là, je peux vous montrer, en fait, pour ce moment-là, c'est le premier vol. Et Hugo m'avait fait écouter en référence des morceaux, mais qui étaient vraiment excessivement joyeux et ouverts. Et c'était des Disney, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était Rox et Rookie, un truc dans le genre. Et je disais, mais t'es sûr, c'est quand même très sucré, quoi. Et il me disait, si, je vois ça. Du coup, j'avais fait une maquette au piano. Bon, ça, c'est la maquette abandonnée. Faut se projeter, quoi. Non, mais ça n'allait pas du tout. Mais c'est pas le même film, en fait. Ouais, bah ça fait un peu, je sais pas, ça fait un peu Indiana Jones pour les nuls, quoi. Mais du coup, c'est C'est très voilà, sautillant. comme ça, vous voyez le genre de direction abandonnée qu'il y a pu y avoir. Et donc là, une autre maquette que je lui avais envoyée où bah, je vous la fais écouter, on en parle après.
Donc là, on commence c'était c'était le moment où je pense que j'étais un peu en train de chercher le thème d'Arco. Et du coup, là, il me disait, OK, je préfère ça. Et par contre, il y a un moment où ça change quand même de ton. À ce moment-là, là. Où on sort du thème, on passe dans une autre ambiance. Et il me disait, mais pourquoi tu changes? Garde ton cap et tire-le sur l'ensemble de la scène, quoi. Du coup, la version suivante, là, vous allez voir, déjà, on commençait à sortir de l'animatique. Et donc là, là, ça vous donne l'impression que c'est comme s'il y avait seulement un coup de fil entre les versions. C'était quand même beaucoup plus long et fastidieux que ça. Donc là, c'est la version qui était avec les instruments virtuels et où ça commençait à ressembler à ce que ça allait devenir au final. Donc ça, c'était la version instrument virtuel où on s'est dit, OK, on part de ça, on va mettre de l'ordre au moment où, en fait, enfin, je sais pas si c'est le cas des autres compositeurs, mais moi, quand je travaille dans ma session de travail, j'ai tendance à un peu à accumuler les pistes parce que on peut rajouter 60 violons sur 60 violons du coup, on s'est dit, on part de ça, on va le poser sur une partition pour l'effectif auquel on va avoir accès. Et en le posant sur la partition, on va faire un travail de synthèse un peu, donc en collaboration avec l'orchestrateur notamment. Et Si je peux me permettre, ouais. est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un orchestrateur? C'est le. Non, parce que c'est bien de. Enfin, voilà, parce Ouais, que juste vu que le rythme de travail est très rapide, c'est quelqu'un qui aide à la fois à mettre de l'ordre dans mes sessions un peu bordéliques, qui fait le pont entre mes sessions et l'orchestre. Donc c'est lui qui édite les partitions, qui parfois peut aider un peu à l'arrangement sur certains passages. S'il y a des morceaux où on n'a pas eu forcément le temps de mettre le soin sur tous les suivis de voix et enfin des fois il faut aller très vite et du coup on place des accords et on les empile comme ça. Lui m'aide en élaguant certaines choses, en mettant de l'ordre dans mes sessions bordéliques. C'est quelqu'un de très très utile alors. Ouais, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé et avec qui j'ai adoré travailler. Il s'appelle Moritz Reich et je le recommande. Et du coup là cette version-là, ça va être la version du coup qui est la sortie d'enregistrement, de mix. Et à l'image, donc là, on avait commencé avec l'animatique à l'image. Là, avant, c'était une session de travail. Là, c'est le film abouti. Et il me semble que sur celle-ci, ils avaient fait ce qu'on appelle un kinescopage sur l'image, où en fait, ils ont imprimé chacune des images numériques du film sur une pellicule, pour donner un peu du grain et du liant en fait à cette image-là, parce que l'animation c'est quand même un médium assez synthétique, quoi. C'est une somme de calques superposés les uns aux autres, et pour donner de la texture, pour donner de la vie à tout ça, il y a différentes techniques. Eux, le choix qu'ils ont fait, c'était du coup de le passer sur pellicule.
On préférait ça au piano saloon de la première maquette. Qui était terriblement mignon quand même, mais un petit peu. C'était encore une fois, c'était pas le même film. D'un seul coup, on voyait plus le même. Je pense qu'on peut peut-être proposer des questions. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour Arnaud? Oui. Ah, il y a il y a quelqu'un là-bas. Il y a un micro qui arrive, c'est super. Bonjour, merci beaucoup d'être ici déjà. C'est un film que j'ai vraiment adoré, Arco. Je pense que c'est peut-être même le film que j'ai préféré cette année. Donc comme Perrine, je manque un peu de mots parfois pour en parler, mais c'est un film fantastique sur justement notre façon de représenter le futur, de nous projeter. Et aujourd'hui, les films généralement sont assez sombres. Il manque justement d'une clairvoyance sur ce que pourrait être demain positivement. Et ce film-là donne un peu justement un peu de jus, un peu de réflexion justement pour imaginer demain. Ma question, c'est pas sur ça, c'est sur justement votre musique, Arnaud. Je voulais savoir quelles étaient vos références en fait musicales, quel artiste justement vous suivez et vous aimez, qui ont justement forgé aussi votre culture musicale. Moi, sur la scène qu'on vient de voir là, par exemple, sur la séquence finale où il disparaît, il part justement dans le passé, ça me rappelle un peu Howard Shore avec Le Seigneur des Anneaux, avec des accords qui ont quelque chose, voilà, qui me rappellent un peu les grandes séquences qu'on retrouve dans certaines scènes du Seigneur des Anneaux. Peut-être que je me trompe, vous me direz justement ce que vous en pensez. Merci. Merci beaucoup déjà. Je suis ravi que le film vous ait autant plu. Avant de répondre à la question, je me permets de dire un petit mot qui est que c'était quand même vraiment la volonté d'Hugo qui, lui, vient de la bande dessinée et de la science-fiction. Et il voyait qu'il faisait des récits qui étaient quand même jusque-là très pessimistes et que de manière générale, les récits de la science-fiction étaient des récits souvent très sombres, de l'anticipation dystopique, quelque chose de très pessimiste. Et je pense qu'il se disait, je vais essayer, vu que ces récits-là participent à construire le futur, on va essayer de faire des récits un petit peu plus joyeux, un petit peu plus optimistes et ouverts. Et je pense que le fait que sa femme attendait un enfant n'était pas pour rien. Je pense qu'ils se disaient un peu quel message est-ce que je leur laisse aussi, quoi. Du coup, il y a quand même eu des moments quand cette scène d'introduction là, ce que je disais à Perrine hier, cette scène d'introduction où il y a un garçon arc-en-ciel qui court dans un champ avec des papillons et des violons et tout. À un moment, avec les musiciens, je me disais mais est-ce qu'on est en train de faire le film le plus kitsch de la planète, quoi. Mais en tout cas, je suis vraiment très content de la réception vraiment super bienveillante qu'on a eue à cet endroit-là, parce qu'il y a un moment où on s'est quand même posé la question, quoi. Et par rapport à la musique, on n'a pas tant échangé en référence que ça avec Hugo. On savait qu'il y avait un terrain de commun, où les films qu'on avait vus pendant notre enfance, quoi, les films des années 80-90, où c'était des musiques très expansives, mélodiques, qui est très lyriques et un peu premier degré, quoi. Donc tous les Williams, les Hisaishi, moi j'adore Wojciech Kilark et Howard Shore. Je pense que je l'avais pendant que je travaillais dessus, j'avais pas 100% identifié la référence, mais en fait, j'avais vraiment regardé Le Seigneur des Anneaux en boucle quand j'étais adolescent, et en le revoyant il y a pas longtemps, je me suis rendu compte à quel point ça avait modelé mon oreille, et à quel point il y avait des gammes, des associations d'accords qui étaient, sur lesquels j'étais allé et qui étaient un peu son terrain à lui aussi, quoi. Et du coup, il y avait une référence, vu qu'avec Hugo, on adore aussi tous les deux Miyazaki, on savait que, qu'on le veuille ou non, on allait être un peu aimanté vers ce terrain-là. Et du coup, c'est presque une référence qu'on essayait plus d'esquiver qu'autre chose. Sinon, ouais, non, on n'a pas tant échangé de références que ça avec Hugo, mais on savait qu'on aimait cette ambiance musicale-là. Après, moi, de mon côté, il y a une consommation de musique quand même assez frénétique pendant cette période-là, mais où j'essayais pas forcément de trop écouter de musique de film, parce que l'impression que c'est que tous ces compositeurs que j'adore, j'ai l'impression que eux-mêmes ont fait une espèce de synthèse de leur côté de la musique du répertoire classique, et j'ai l'impression que si on se met en écoutant, je sais pas comment dire, en étant dans la référence à d'autres musiques de films, ou en écoutant trop de musique de film, on finirait par faire une synthèse d'une synthèse d'une synthèse, et du coup à la fin on perd un peu en matière, quoi. Donc j'essayais d'aller plus écouter du côté du répertoire classique. Et sinon, en dehors, bonjour, j'ai aussi vraiment adoré votre film. Sinon, en dehors des références musicales, est-ce que vous partez de manière synesthésique d'images? On pense à La Jetée de Chris Marker, par exemple, qui
commence avec un chœur orthodoxe aussi. Il y a évidemment la thématique du voyageur du futur, du voyageur temporel, et au motif du vertige avec Vertigo d'Hitchcock. Je pense au design de Saul Bass des cauchemars de Scotty. Comme le personnage en fait tourbillonne, et il voyage dans le temps en tourbillonnant et en chutant. Je pense qu'il y a un moment, si c'était conscientisé quelque part, je pense que c'était à l'endroit je ne sais pas si c'est exactement ça votre question, mais c'était un peu à l'endroit de la chute, où on s'était dit qu'on avait envie que les voix participent à donner une sensation de vertige. Et j'avais repensé aux voix du Requiem de Ligeti là, dans 2001 avec le monolithe. Et il y en avait une utilisation qui était super dans le Godzilla, où c'était Alexandre Desplat qui avait fait la musique. Il y a une scène où il y a des parachutistes qui tombent du ciel et ils avaient mis le Requiem de Ligeti. Et ils avaient mis le Requiem de Ligeti à ce moment-là, et ça faisait un effet que je trouvais vraiment sensationnel. Et du coup, on s'était dit, bah tiens, en fait, en jouant avec des voix, avec des dissonances comme ça, on va réussir à donner ce sentiment de vertige sans forcément essayer de passer en force, quoi, parce que c'est un filet de voix. Bon, au bout d'un moment, il y a des cuivres qui arrivent, il y a des percussions assez qui prennent de la place, mais on s'est dit, en fait, en commençant par un filet assez dissonant comme ça, peut-être que l'effet sera encore plus saisissant que si on rentre avec toute la cavalerie directe, quoi. Mais je pense que en tout cas, Hugo, de son côté, n'avait pas forcément conscience de ces comparaisons-là avec d'autres films que les gens peuvent faire maintenant a posteriori. C'est quelqu'un Hugo, il lit beaucoup de livres et il s'intéresse à énormément de choses, mais il consomme pas tant de cinéma que ça. Et je pense pas qu'il travaille tant que ça par référence lui non plus, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, juste là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des musiques de films plutôt que de la musique? Moi, je viens d'une formation à l'origine qui était plus orientée vers la post-production son, donc tout ce qui est montage son, mixage, ce genre de choses. Et du coup, de base, l'élan allait vers le cinéma, et vu que j'étais musicien de mon côté, mais que je faisais de la musique vraiment, l'unique spectateur était moi, quoi. Et du coup, j'avais pas forcément vocation à faire de la musique et à aller incarner un projet musical. Et c'est un peu par un jeu de circonstances enfin, dès qu'il y avait l'occasion de mettre de la musique quelque part, sur des images, j'essayais de la saisir. Mais c'était pas une carrière qui était si préparée que ça, quoi. C'était pas un plan travaillé forcément, quoi. Il y a eu un jeu d'opportunités qui fait que maintenant j'ai la chance de faire ça, et je ferai rien d'autre. Je suis très heureux à cet endroit-là. Mais c'était vraiment la grande chance, ça a vraiment été la rencontre avec Félix et Hugo. On avait envie de faire les mêmes récits, on s'entendait super bien. On aimait les mêmes musiques. Enfin, c'est vraiment ça qui m'a accompagné dans cette voie-là, quoi. Bonjour, alors déjà bravo, hein, musique exceptionnelle. Vous êtes où? Au fond, là, je me lève debout, voilà. Je voudrais savoir sur quoi vous allez vous diriger maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez faire, est-ce que vous avez des projets, des idées qui vous plairaient, sur quoi vous aimeriez bien travailler? Là, je travaille sur un autre film, donc celui-ci Arco, c'était réalisé par Hugo, produit par Félix. Là, je fais un autre film qui s'appelle Adieu Monde Cruel, qui est réalisé par Félix, produit par Hugo. Où c'est plus en animation, c'est en prise de vue réelle. Et c'est encore un autre style, c'est plus proche du polar ou du mélodrame. Et pour le coup, vous parliez de Vertigo tout à l'heure, c'est une référence pour le coup très consciente. Je suis très content d'avoir l'occasion d'explorer un peu un autre terrain. Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire ensuite, mais si j'ai l'occasion de pas forcément me répéter, d'aller tester d'autres terrains musicaux, je serais ravi, quoi. Mais en tout cas, la direction va vers la musique de film.
Il y a un genre de film que tu aimerais particulièrement faire? Ou c'est pas c'est pas par genre, mais plutôt par histoire mais dans l'idée, je sais pas, un film d'horreur ou un film. Non. J'avoue, j'ai pas la réponse à la question. Jusqu'à là, je me suis un peu laissé porter par les occasions. Je sais pas. Il faudrait que... Non, là, ça me vient pas. Bon, c'est pas dramatique, hein, c'était vraiment. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, là, juste là. Bonjour, moi je voulais savoir, c'est quoi pour vous la plus grosse différence entre composer un film en prise de vue réelle et un film d'animation? Là, vu que Arco c'était mon premier film, j'ai pas tant d'éléments de comparaison que ça, même si j'ai travaillé sur des courts-métrages et sur des documentaires où c'était en prise de vue réelle. Ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que l'animation supporte quand même beaucoup de musique et peut-être plus qu'en prise de vue réelle. Et que là où il y a, je pense, une différence, c'est que je pense qu'on est plus proche du produit final en prise de vue réelle. Même si les images sont pas étalonnées, même si le montage peut bouger, on est quand même assez proche de ce à quoi ça va ressembler. Là, en animation, il y a des séquences où quand je découvrais les décors, quand je découvrais les couleurs, l'ambiance lumineuse, moi je m'imaginais qu'on était dans une pénombre presque nocturne, et en fait c'était pas du tout le cas, c'était super coloré, lumineux, et du coup je me disais, mais moi j'avais fait une musique en imaginant une ambiance vraiment crépusculaire, et du coup ça me donnait envie de recadrer le tir un peu. Et il y a un moment le moment où j'ai le plus redécouvert le film, c'est en fait, vous l'avez vu, ils font l'animatique sans les voix. Et le jour où les voix ont été intégrées au montage, ça a été un peu la douche froide. En fait, je pense que j'essayais de compenser l'absence des voix et en fait, l'animatique servait aussi à aller présenter le film à des potentiels collaborateurs, investisseurs et tout. Donc on essayait de faire quelque chose on essayait de les ambiancer un peu, quoi. Et du coup, je pense qu'en musique, j'avais tendance à un peu trop musclé, quoi, et à être un peu trop bavard. Et le jour où on a intégré les voix, il y avait 120 personnes qui essayaient de passer dans un entonnoir comme ça, quoi. Et je me suis dit, va falloir vraiment resynthétiser énormément de choses, va falloir calmer le jeu à pas mal d'endroits. Et ça, j'imagine que si on en refait un avec Hugo, j'essaierai de plus l'anticiper. Mais je m'étais pris une petite douche froide à cet endroit-là. Et, je pense que vu que ça supporte beaucoup de musique, l'animation, je pense que là où j'ai passé aussi beaucoup de temps sur ce film, c'est sur le travail de dézoom. On zoome sur la scène, on essaie de la faire marcher, mais quand on dézoome sur l'ensemble du film, il y a plein de moments où c'est pas parce que la scène fonctionne que ça va marcher par rapport au reste, quoi. Notamment la scène dans la grotte avec la mort du robot. J'ai fait énormément de versions différentes, mais sauf qu'en fait, quand cette scène arrive, on a déjà eu une course-poursuite pour aller à l'école, on a déjà eu une autre course-poursuite vers l'école, on a eu une espèce de course contre la montre pour monter sur le toit. Ils se sont envolés au-dessus des flammes, tombés dans le vide. Il y a eu toute la scène dans la forêt. Et pendant tout ce temps-là, il y a beaucoup de sons, beaucoup de musique. Et quand on arrive dans la grotte, on avait fait un truc qui était hyper fourni. Il y avait un chœur, il y avait tout l'orchestre qui arrivait, vraiment toute la cavalerie, quoi. Et sauf qu'en fait, à ce moment-là, on est rincé, quoi. Et du coup, on a vraiment calmé l'ambiance, quoi. On a fait une ambiance, c'est juste des tenues d'accords, et quelque chose avec du silence, où on est dans une grotte, donc en fait si on fait juste des passages d'accords qui passent un peu par vagues et qui laissent du silence, on a le temps d'entendre la résonance, on a le temps d'entendre les petites gouttes qui tombent au bout de la grotte, on a le temps ça laisse de la place pour leur voix, et ça laisse de la place pour nos émotions. Pour de l'émotion, là où si on arrive et on te dit regarde c'est triste, et t'es là, oui j'avais compris, quoi. Mais du coup voilà. Bah là on pleure. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Là, juste devant. Là, ouais. C'était un tout petit discret comme ça, mais nous, on l'a vu. Là, juste ici. Ma question, c'était, est-ce que l'animation, c'est de la 2D ou de la 3D? C'est entièrement fait en 2D. Il y a des moments où... il y a des moments où ils se sont servis, notamment pour un gain d'efficacité, ils se sont servis de modèles 3D pour les têtes.
et un peu pour parce que il faut faire des pauses clés, quoi, et du coup pour les rotations, les choses comme ça, trouver les équilibres, en fait, tenir l'équilibre entre la distance, les yeux, le front, le nez, la bouche et tout, c'est des choses qui peuvent demander beaucoup de retake. Là, ils ont fait quand même un pari à l'endroit de la production où ils se sont dit qu'ils allaient tout faire d'une manière ultra locale, quoi. Où tout le film s'est construit vraiment à 2 rues d'écart dans le 20e arrondissement, là où il y a énormément de films d'animation qui se font Dans plusieurs pays on différents. va faire une partie dans telle région, on va faire une partie dans tel pays, parce que ça ouvre des sources de financement, en fait, des financements de régions, de financements internationaux, et ils se sont dit on va se fermer la porte à ces financements-là, mais ce qu'on va perdre en argent, on va le gagner en temps, on va le gagner en efficacité, parce qu'en fait, quand la production est délocalisée entre plusieurs pays et entre plusieurs régions, c'est une machine qui est très inerte, quoi, qui met du temps à se déplacer, il faut coordonner tout ça, et ils se sont dit, on va faire le choix de faire ça avec une équipe beaucoup plus restreinte, et de le faire juste où Hugo, il peut le matin aller voir les décors rue des Orteaux, et aller voir l'animateur à la rue juste à côté l'après-midi, quoi. Et ce choix-là, il a fallu quand même gagner en efficacité à certains endroits, et du coup ils se sont servis de modèles 3D pour les têtes, mais le film est entièrement fait à la main, notamment pour typiquement ces séquences-là d'envol et tout, c'est grâce à un petit noyau dur d'animateurs. En fait, le studio préexistait au film, et ils connaissaient déjà très bien leurs animateurs. Toute l'animatique s'est fait avec 3 animateurs assez jeunes, et ils savaient sur quelle scène est-ce qu'ils allaient être bons. Il y en a un, c'est Jocelyn, il est très fort pour toutes les scènes hyper spectaculaires, quand il y a du mouvement, quand il y a la chute et tout, il est très rapide et très efficace là-dessus. Il y en a un autre, c'est Tamerlan. C'est lui qui avait fait le clip pour November Ultra. Il savait qu'il allait être très bon pour les moments plus intimes. Il fait vraiment quand il fait les scènes, c'est du doudou, quoi. Et il savait que ça allait être lui qui allait être super pour les scènes un peu d'intimité entre Arco et Iris et tout. Et il y en avait un troisième, Adam, qui a tombé des volumes d'animatique complètement délirants. Et vu que le studio préexistait au film, ils connaissaient les qualités de chacun de leurs collaborateurs. Ils savaient quelles associations intelligentes allaient pouvoir faire entre les personnes. Et du coup, ce qu'ils ont perdu en source de financement, ils l'ont vraiment gagné, et en efficacité et en rapidité, et aussi en ambiance de travail, quoi. Même moi, si j'étais pas tous les jours dans le studio d'animation avec eux, on se voyait tous les vendredis, on allait boire des coups, et il y avait une espèce d'émulsion, quoi. On avait tous envie que le film existe, et que ça aboutisse, quoi. Je crois que tu peux. Alors, moi, il y a une dernière question là-bas. Merci. C'était moins une. Hein. Bonjour. Ça marche. Déjà, incroyable, la bande-son. Merci. Franchement, il y a des émotions qui passent, et j'aime beaucoup le thème d'Arco. Est-ce que déjà, j'ai deux petites questions. Est-ce que déjà c'est disponible sur certaines plateformes de streaming musique, comme Spotify, Ouais, Deezer? tout est disponible sur les plateformes. Et il y a un vinyle aussi. On n'a pas pu mettre toutes les musiques dessus parce que ça rentrait pas, mais il y a un vinyle arc-en-ciel qui existe. C'est cool parce que Noël est tout proche, Voilà. donc Un peu de promo. il y a des cadeaux. Et super. Et deuxième question, dans votre travail, est-ce que vous avez dû peut-être utiliser de l'IA, ou vous n'avez pas du tout envie d'en utiliser, ou alors peut-être vous avez un regard plutôt positif en vous disant que peut-être dans 5-10 ans, ça va être un outil super puissant pour accélérer votre composition des musiques, ou alors juste non, vous rejetez totalement? Personnellement, j'ai un regard tout à fait négatif sur l'outil, mais je m'en suis pas servi en musique. J'ai une anecdote sur le film qui est que comme je vous disais, l'antagoniste de ce film-là, c'est vraiment l'époque dans laquelle vit Iris. Et à un moment, il s'était dit, tiens, pour les voix des robots, on va
essayer de faire des voix avec de l'IA pour qu'il y ait ce côté un peu désincarné, un peu, je sais pas, donner une espèce d'étrangeté, quoi. Et une idée théorique, c'était la société qui loue les robots aux parents pour qu'ils puissent aller travailler en ville et que les robots nourrissent, éduquent leurs enfants à leur place, propose une option où la voix du robot est un mélange de la voix de la mère et du père. Et du coup, ils ont entraîné une IA avec la voix de l'actrice qui joue la mère, qui est Alma Jodorowsky, et la voix du père, qui est Swan Arlo. Et ils l'ont entraîné l'IA, et ensuite, ils pouvaient gérer un pourcentage entre 30% mère, 70%... Enfin, vous avez compris, quoi. Et même dans ce cadre-là, où je trouve que l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle dans ce cadre-là, moi, je trouve que c'est une idée formellement qui pourrait être justifiée. En fait, c'était tellement dégueu, quoi. C'était tellement désincarné qu'ils ont fini par tout réenregistrer avec les acteurs et juste à synchroniser les prises, quoi. Du coup, pour moi, c'était quand même révélateur que même quand l'idée formelle est justifiée par l'histoire et par le contexte, même dans ce contexte-là, ça marche pas. Moi, en tout cas, par rapport à ces outils-là, moi, je suis vraiment d'un pessimisme total, et je pense que le plus loin je m'en trouve, le mieux je me porte, quoi. Et je trouve que ça pose même une question presque un peu existentielle, quoi. Si on délègue cette création-là, qui devrait être vraiment un plaisir et du bonheur, si on le délègue à des machines, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Du coup, non, moi on se rejoint en tout cas avec les autres aussi sur le fait qu'on va pas essayer de se resservir de ces outils-là. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tu disais que vous aviez peur à un moment donné qu'avec les arcs-en-ciel et l'enfant qui court et que d'un seul coup, ce soit un peu naïf ou kitsch. Et en fait, moi, je trouve qu'Arco, finalement, c'est complètement punk. Parce que d'un seul coup, de faire un film qui imagine le futur et qui imagine quelque chose de positif, c'est punk à l'heure actuelle. Donc, en tout cas, encore merci pour le film. Merci à vous d'avoir été là. Encore merci Arnaud pour tout ça. Ouais, merci beaucoup de m'avoir accueilli et merci de tout d'être venu.